Bonjour à tous, donc, je suis Jérémy Viguier, effectivement je suis ingénieur de recherche au LGP2, le laboratoire de génie des procédés pour la bioraffinerie, les matériaux biosourcés et l'impression fonctionnelle à Grenoble. Et je vais vous présenter des travaux qui ont été réalisés dans le cadre d'un projet financé par l'Institut Carnot-Polymat. Donc c'est un projet collaboratif entre le LGP2, donc le Centre technique du papier, le laboratoire 3SR et le CERMAV, donc tout ça sur le campus de Grenoble. C'était un financement de postdoc pour un an, et donc la personne qui a travaillé là-dessus, c'est Harlem M. Nasri, qui traite des matériaux hygromorphes programmables à partir de papier. Voilà. Est-ce que j'arrive à... Ouais, ok. Donc, quand on parle de matériaux programmables, on parle de structures programmées pour changer de forme sous l'effet de stimuli extérieurs. Donc, variation d'humidité, température, lumière. Ce type de structures sont largement présents dans la nature. Parce que Antoine Le Duigou, tout à l'heure, va justement vous parler de ça. C'est vraiment le spécialiste de ces types de comportements. Et aujourd'hui, ces structures peuvent être réalisables par fabrication additive. Alors, un petit exemple ici d'une impression d'un matériau à partir d'une pâte de bois avec une architecture spécifique, c'est qui fait que quand on vient plonger le matériau, quand on le met au contact de l'eau, il va changer de forme. Et ce changement de forme, il est directement lié à un gradient de déformation hygroexpansive dans l'épaisseur. Et un exemple encore plus parlant, donc c'est les travaux qui sont affichés là. Donc, par exemple, ici, c'est un trois couches, un tricouche de polyuréthane avec une couche hydrophile au centre et deux couches hydrophobes sur les extérieurs. Et sur les couches extérieures, on vient localement le long d'une ligne enlever la couche hydrophobe. Donc, le long de cette ligne, on a ensuite un bicouche, c'est-à-dire couche hydrophile, couche hydrophobe. Et quand on vient mettre ce matériau au contact de l'eau, donc la couche hydrophile, hygroexpansive va se mettre à gonfler, la couche hydrophobe ne bouge pas, donc on a un gradient de déformation hygroexpansive qui va créer, créer une courbure. Et comme ça, on peut former des plis, et donc les gens qui ont réalisé ces travaux, ils ont pu plier des structures un peu complexes, comme type Muraori ici. Et nous, notre objectif, c'est de faire la même chose, mais à partir de papier. En tirant profit des propriétés hygroexpansives des fibres cellulosiques, des fibres papetières et des réseaux fibreux qu'on réalise avec ces fibres. Voilà. Donc, on prend, c'est vraiment la même approche, sauf que on veut utiliser des procédés existants industriels. Alors, on travaille notamment là ici avec le Centre technique du papier, donc il y a aussi à cœur de pouvoir développer des technologies qui soient facilement implémentables industriellement. Et donc, l'idée là, c'était de venir traiter le papier par chromatogénie, qui est un traitement qui est aujourd'hui un procédé industriel. Donc, il y a plusieurs machines dans le monde. Donc, ça a été un développement conjoint entre le CTP et le CERMAV et qui vise à venir greffer des acides gras sur les groupements hydroxyles de la cellulose et qui permet de faire chuter la tension, l'énergie de surface du papier et notamment sa composante polaire. Donc, on obtient ensuite un papier déperlant à l'eau liquide. Alors, donc on traite le papier en recto, en verso par ce procédé de chromatogénie, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est capable de désactiver localement l'hydrophobie par impression d'une solution enzymatique de lipase, donc qui va venir casser la liaison entre le groupement hydroxyle et les acides gras. Et donc, on est capable d'enlever localement, voilà, simplement par impression, parce qu'on vient imprimer en jet d'encre ou en flexographie cette solution enzymatique. Et donc là, vous avez un petit exemple à gauche. Donc à gauche, c'est le papier là, après traitement par chromatogénie, après impression. Donc quand on imprime, on distingue rien du tout. Et cette impression se révèle quand on vient mettre le papier au contact de l'eau, puisque les zones hydrophiles vont absorber de l'eau. Et donc c'est ça la variation de teinte qu'on distingue. Là, j'ai juste mis voilà, une petite vidéo d'illustration. Donc notre idée, c'est d'utiliser cette approche pour être capable de former un- un matériau avec un gradient d'hygroexpansion localement le long d'une ligne suffisant pour pouvoir
pour pouvoir générer des plis au contact de l'eau liquide. Mais pour ça, il est d'abord nécessaire d'avoir des papiers avec des propriétés hygroexpansives suffisantes. Donc, qu'est-ce que c'est l'hygroexpansion dans les papiers? Donc, pour illustrer un peu ça, là, j'ai mis ici des images 3D, donc c'est issu de la tomo Ariane X réalisée au synchrotron il y a quelques années, donc sur des papiers de laboratoire, donc de 40 grammes par mètre carré. C'était du résineux ici. Et donc, on a un échantillon sec en haut et le même échantillon qu'on vient ensuite saturer en eau. Alors, ce n'est pas de l'humidité relative, c'est vraiment, on vient déposer des gouttes d'eau, on vient complètement le saturer en eau. En analyse d'image, ensuite, on a pu séparer, on a pu segmenter, donc segmenter l'eau des fibres. Et ça nous permet de visualiser bah, les déformations qui sont induites par l'apport d'eau, donc déformations au niveau de la fibre et du réseau. Pour l'instant, c'est que qualitatif, on est en train de quantifier ça. Justement, par exemple, on travaille avec Florian là-dessus. Euh, et là, ce que vous pouvez observer, donc on observe assez clairement des gonflements de la paroi fibreuse, des lumens qui s'ouvrent. On ne distinguait plus les lumens sur l'échantillon à sec après humidification. Après immersion, enfin exposition à l'eau, on observe ces lumens qui s'ouvrent et puis les fibres qui ont tendance à se redresser, voire à se détwister. Donc toutes ces déformations à l'échelle de la paroi fibreuse et de la fibre elle-même, elles se transmettent ensuite au réseau et donc les papiers vont se mettre à gonfler dans l'épaisseur et dans le plan. Donc ça, ces phénomènes d'hygroexpansion dans les papiers, ça a été beaucoup étudié, mais surtout étudié par rapport à l'exposition à l'humidité relative, puisque c'est un vrai problème dans les papiers. À partir du moment où on a des gradients de déformation hygroexpansive dans l'épaisseur, et c'est vite le cas parce qu'on peut avoir des variations d'orientation fibreuse dans l'épaisseur, voire différents types de pâtes, notamment avec le carton plat. Donc on peut avoir des phénomènes de tuilage. Et donc c'est pour ça que les gens ont travaillé, ont beaucoup regardé ça. Et là, nous, l'objectif, c'était d'arriver à identifier quels sont les paramètres qui jouent sur les propriétés hygroexpansives des papiers. Le premier paramètre, il est lié directement au procédé, c'est la manière dont on va, quand on va former le papier, dont on va le sécher, et notamment si on autorise le retrait au séchage ou non. Ok, sur la machine, on peut plus ou moins contrôler ça. Donc, plus on va autoriser de retrait au séchage au moment de la formation du papier, et plus ensuite on aura de l'hygroexpansion. Ce qui joue aussi, c'est la densité du matériau. Donc, plus on a un matériau dense, plus on a de contact entre fibres, et plus on va avoir de transfert de la déformation des fibres vers le réseau. Et donc, plus on aura d'hygroexpansion. Alors, c'est vrai avec l'augmentation de la densité, c'est vrai aussi avec l'augmentation de la surface d'interaction entre les fibres. Vous savez, donc au moment de la formation du papier, donc se développent des interactions entre les parois fibreuses entre deux fibres, des interactions de type faible énergie, mais qui sont possibles une fois que les parois sont suffisamment proches à petite échelle pour pouvoir développer ces interactions. Et c'est quelque chose de clé parce que c'est ça qui crée la cohésion du papier. Et dans la papeterie, on a classiquement l'habitude, pour essayer d'augmenter cette surface d'interaction, donc cette surface de liaison, de faire ce qu'on appelle une opération de raffinage qui va consister, c'est une opération mécanique qui va permettre de flexibiliser la fibre et surtout d'augmenter sa surface spécifique, notamment en libérant les microfibrilles de la paroi. Et en augmentant cette surface spécifique, on est capable d'augmenter la surface d'interaction. Plus on augmente la surface d'interaction, plus on augmente le degré de transfert enfin, le transfert de la déformation de la fibre elle-même vers le réseau. Bon. Alors, il y a ces aspects-là. Et puis, il y a aussi l'effet de l'anisotropie du papier lui-même quand on fabrique un papier industriellement. Donc, les fibres ont tendance à s'orienter dans le sens de la machine. Donc, on parle de la machine direction, donc du sens marche. Euh, et donc ça, direct, ça a aussi une influence sur l'hygroexpansion, c'est-à-dire comme l'hygroexpansion de la fibre elle-même est plus importante dans le sens radial du fait du gonflement de la paroi, de l'ouverture des lumens, que dans le sens longitudinal, on va avoir des hygroexpansions qui seront beaucoup plus importantes en sens travers, donc perpendiculaires aux fibres, que en sens marche. Voilà. Donc sur la base de tout ça, dans un premier temps, bon, on a essayé de sélectionner des papiers qui, de notre point de vue, pouvaient avoir des comportements hygroexpansifs intéressants.
On est d'abord parti sur des papiers d'emballage qui sont plutôt séchés, où on autorise un peu de retrait au séchage quand on les sèche. Alors, on a mesuré l'hygroexpansion de ces papiers très facile, très simplement, hein. C'est vraiment, on a des bandelettes avec des dimensions données, on vient les immerger dans l'eau 30 minutes et on mesure directement la variation de longueur dans l'eau. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est sur la plupart des papiers d'emballage, donc autour des densités autour de 600 à 800 kg par mètre cube, la plupart, ils ont des hygroexpansions qui sont extrêmement faibles, très proches de zéro. De toute façon, c'est ce qu'on cherche, hein. Le papetier, il ne souhaite pas avoir d'hygroexpansion. Mais pour certains d'entre eux, on avait des déformations hygroexpansives. On mesurait des déformations autour de 2%. 2%, c'est pas suffisant pour nous. Alors, pour commencer à avoir on a utilisé des petits modèles estimatifs, mais qui nous permettaient d'avoir une idée de la cible en termes de déformation hygroexpansive. Et on estime qu'on pourrait commencer à obtenir des plis suffisants, c'est-à-dire on a des angles supérieurs entre 45 et 90 degrés, à partir des déformations hygroexpansives de l'ordre de 4%. Donc ça suffit pas avec ces papiers-là. Si on prend d'autres types de papier, donc beaucoup plus denses et notamment issus de pâtes raffinées, donc avec un bon transfert de déformation là, notamment donc, le tracing paper ici, pardon, le tracing paper, c'est du papier calque. Donc et avec du papier calque, on peut obtenir des déformations, notamment en sens travers, donc perpendiculaires aux fibres, des déformations hygroexpansives extrêmement importantes. Voilà. Mais là-dedans, ça ne nous permet pas exactement de comprendre pourquoi certains papiers ont des déformations hygroexpansives très importantes et d'autres non. Donc on est parti, dans le projet, on s'est dit, il faut qu'on fasse nos propres papiers pour maîtriser l'ensemble des paramètres et étudier l'effet de ces différents paramètres. Donc on a fabriqué des papiers modèles de 60 grammes par mètre carré à partir de pâte chimique de blanchis de feuillus. Et puis, on a séché ces papiers avec une contrainte faible, c'est-à-dire qu'on a autorisé le retrait. On a des sécheurs à bande où on peut contrôler la tension, donc qui nous permettent d'autoriser un certain retrait. Et puis, on est venu mesurer ces hygroexpansions, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc là, on voit que, alors là, on est sur des densités relativement faibles, mais même avec des densités faibles, on a des hygroexpansions dans le sens des fibres de l'ordre de 2%, dans le sens perpendiculaire aux fibres de l'ordre de 4%. Donc là, on a commencé on a voulu d'abord regarder l'effet de l'augmentation de la densité, notamment par pressage humide. On se rend compte que quand on vient presser ces papiers, juste après la formation de la feuille, avant le séchage, on augmente la densité, ce qui était attendu, mais on n'augmente pas l'hygroexpansion. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à se dire, bon voilà, il va falloir qu'on raffine le papier. Donc encore une fois, c'est une opération extrêmement classique, hein, mais comme je vous disais, ça va permettre d'augmenter le degré de liaison et donc potentiellement le transfert de déformation des fibres au réseau et donc l'ensemble de l'éco-expansion du réseau. Donc ça, c'est un degré de raffinage moyen pour un papier. Donc on voit qu'on augmente la densité, c'est ce à quoi on s'attendait. Par contre, on augmente peu l'hygroexpansion. Voire quand on le presse, on a tendance à la diminuer. Donc, on a poussé encore sur les degrés de raffinage, et donc on est allé sur des degrés de raffinage très élevés, qui sont pas très très loin du degré de raffinage d'un papier calque, mais tout en restant à des densités qui sont assez faibles. Et là, vous voyez qu'à ces degrés de raffinage, donc à 80 degrés Chopper, c'est un indice d'égoutabilité de la pâte qui me permet de quantifier ce degré de raffinage, on a des formations hygroexpansives qui sont extrêmement important, de l'ordre de 4% dans le sens des fibres et de l'ordre de presque 11-12% dans le sens perpendiculaire aux fibres. Donc ça, c'était une super nouvelle. Ça veut dire qu'on est capable de fabriquer des papiers avec des hygroexpansions suffisamment importantes pour imaginer générer un gradient de déformation dans l'épaisseur suffisamment important pour pouvoir plier le papier au contact de l'eau. Donc, c'est les papiers qu'on a sélectionnés ensuite. On est venu pour la suite de l'étude. Donc, on est ensuite venu réaliser ce traitement par chromatogénie au recto, au verso, sur une machine pilote, la machine pilote du CTP. Et puis, on est venu ensuite désactiver par impression en flexographie, donc qui est un procédé industriel hyper classique. Bon, là, c'est un petit dispositif de labo que je vous montre là, mais on vient déposer donc notre formulation enzymatique de lipase. Et donc là, tout le travail, il était d'arriver à déterminer la quantité optimale qu'il fallait déposer, la quantité d'enzymes pour désactiver
l'hydrophobie sur une partie de l'épaisseur. Parce que le but, c'est toujours de garder le gradient de déformation. Si on désactive l'hydrophobie sur toute l'épaisseur, il n'y a plus de gradient et ça ne fonctionne plus. Euh, donc voilà, on a mené cette optimisation. Pour l'instant, on n'a pas encore quantifié exactement la profondeur de pénétration du traitement. Ça, voilà, c'est un projet récent. Il y a eu 1 an de travaux dessus, donc bon, il y a encore plein de choses à faire. Mais voilà ce qu'on a à la fin. Donc notre papier, des zones hydrophobes et des zones hydrophiles le long de lignes. Donc c'est des lignes et on a fait différentes largeurs de lignes. On voulait étudier donc l'effet de la largeur de la ligne. Et donc, on a pu commencer à faire quelques essais, mais il y a encore pas mal de travail. Mais voilà ce qui se passe quand on regarde. Donc, c'est un papier, à gauche, c'est un papier calque industriel. À droite, c'est le papier qu'on a développé, raffiné, très, très raffiné. Et puis, ici, à 7 ou 8 millimètres du bord de l'éprouvette, on a la ligne sur laquelle on a désactivé l'hydrophobie, donc hydrophile, qui fait 5 millimètres de large. Et quand on vient exposer ces bandelettes à l'eau, vous allez voir euh, on forme un pli très rapidement. Donc ça, c'est vitesse réelle. Et on forme une courbure. Alors, plus marqué sur le papier que nous avons développé. Donc là, on est dans le sens perpendiculaire aux fibres, hein, dans le sens où on a l'hygroexpansion la plus importante. Et donc, vous voyez qu'on est capable, par cette stratégie, alors c'est juste une première preuve de concept, par cette stratégie de mettre en forme une structure papier seulement en l'exposant à l'eau, et donc en tirant profit des propriétés hygroexpansives des papiers, qui était plutôt un problème jusqu'à maintenant dans le monde papetier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de le faire à partir de procédés existants. Voilà. Donc de chromatogénie et de désactivation par l'impression. Notre objectif, c'est à terme de pouvoir former des structures 3D pliées complexes, par exemple type Muraori, un peu comme les travaux des personnes que j'ai évoqués tout à l'heure. Euh, donc, mais simplement sans procédé électromécanique, c'est-à-dire seulement en exposition à l'eau. On programme le papier avant par impression. Quand on l'imprime, il ne se passe absolument rien. Et c'est ensuite, une fois qu'on va l'exposer à l'eau, ou potentiellement même dans le procédé, par exemple, pour fabriquer ce type de matériau sandwich, ça s'appelle l'exposition au colle aqueuse qui pourrait mettre en forme la structure et nous permettre à la fois de coller. Bon, euh, ça nécessite encore plein de développement, mais voilà, ça nous semblait intéressant d'essayer de tester le potentiel de ces méthodes pour arriver à mettre en forme cette structure papier plié facilement juste en exposant.